Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau document vidéo pour vous présenter le thème de Monsieur Éric Zemmour que vous avez présent sous les yeux. Éric Zemmour, né un 31 août 1958 à 6h45 à Montreuil. Alors au préalable, avant de me lancer dans la lecture de son thème astrologique, je voudrais faire cette précision. Au même titre que j'ai traité le thème de M. Emmanuel Macron, celui de Mme Valérie Pécresse, et puis par le passé les thèmes de François Hollande, Marine Le Pen et j'en passe, je trouve intéressant de traiter le thème de M. Éric Zemmour. Et je tiens donc à faire cette précision, c'est une approche qui reste purement astrologique. Mes opinions politiques, que je les botte en touche. Aussi, faites-moi grâce de vos commentaires acides, anti-Zemmour, auxquels je ne prendrai pas le temps de répondre. J'ai toujours dit que l'astrologie ne devait en aucun cas être un outil de propagande, et je ne suis pas la courroie de transmission d'un parti politique. Voilà, que ce soit bien clair et bien entendu. Ce petit préambule fait, je vais donc passer maintenant à l'objet de cette vidéo qui est la lecture du thème astrologique, du thème de M. Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour est né un 31 août 1958 à 6h45. On voit donc que le soleil se trouve dans le signe de la Vierge à 7 degrés du signe et il a un ascendant dans le même signe, la Vierge, ce qui fait donc de lui un Vierge ascendant Vierge. Alors je rappelle que l'ascendant est le signe qui se lève à l'Orient au moment de la naissance d'un sujet. La Terre est au centre de cette figure et la ligne d'horizon, c'est la flèche marron que vous voyez ici. Et donc, il est né à 6h45, un 31 août, en plein été. Le soleil venait donc de se lever. Il passait la ligne d'horizon. Donc Éric Zemmour est né avec un soleil dans la Vierge, avec un ascendant Vierge, avec un soleil au lever angulaire conjoint à l'ascendant. Par conséquent, nous avons également Pluton dans le signe de la Vierge. Il est né sous une conjonction Soleil-Pluton-Vierge. On a là donc avec la Vierge, qui est un signe de terre, mutable, et sa planète c'est Mercure. Nous avons donc là typiquement la signature du type pensée de l'intellectuel, chez qui la fonction du cogito est extrêmement importante. D'autant plus que nous voyons que Mercure, qui a donc maîtrise sur l'ascendant, sur le Soleil, sur Pluton, a également maîtrise sur le milieu du ciel qui se trouve dans le signe du Gémeaux. Donc, le moi profond, Vierge, et le milieu du ciel, c'est-à-dire c'est ce vers quoi tend un sujet, c'est son ambition. Jadis, les anciens astrologues disaient que le milieu du ciel, c'était la maison du destin. Donc on voit que ce destin, ce milieu du ciel, ce vers quoi il tend, et son moi profond, ainsi que le soleil qui marque son cœur, sa raison, Pluton, je vous en parlerai après, tout ça est sous le contrôle, la maîtrise de Mercure. Lequel Mercure se trouve dans le signe du Lion, à 24 degrés du signe. On voit qu'il est au carré de Mars, au trigone de Saturne et au sextile de Jupiter. Nous avons donc un Mercure léonin, un Mercure qui est sous la maîtrise du Soleil. Donc un Mercure qui a besoin de briller. On peut dire qu'il y a chez M. Zemmour de l'orgueil intellectuel. On pourrait dire qu'il y a d'ailleurs une réception mutuelle entre le Soleil et Mercure. Mercure est en Lion et le Soleil est en Vierge. Ils s'échangent leur demeure. Tu es chez toi, chez moi, et je suis chez moi, chez toi. Il y a donc un passage de relais très intéressant entre le Soleil et Mercure. Et on pourrait dire que pour M. Zemmour, l'ego passe par l'orgueil, la fierté intellectuelle. C'est quelqu'un qui aime briller par la parole et par l'écrit. Alors ce Mercure en Lion, primo, on va s'y attarder parce qu'il est important, il est au carré de Mars, lequel Mars est en Taureau, au carré également de Vénus et de Mercure. Alors là, on a tout à fait la configuration du critique,
de la pensée au service de l'action. Ce Mars en Taureau en maison 9, on voit que c'est l'idéologue, le combat pour les idées, les hautes conceptions. Donc on a là la nature très, je dirais, critique, belliqueuse, le profil d'Éric Zemmour qui monte au créneau, qui n'a pas peur de débattre, et d'en débattre, eh bien, il y a battre, n'est-ce pas? Et on voit que ce Mercure est au carré de Mars, et également que Mars est au carré de Vénus. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout là. Il est bien évident la configuration de la diplomatie. La diplomatie n'est pas son fort. C'est quelqu'un, vous savez, le Mars Taureau, c'est la force brutale, hein. C'est le taureau de l'arène. Il rentre dedans, il fonce. Il n'a pas d'embâge, il ne prend pas de gants. On se souvient de lui lorsqu'il était sur le plateau de Laurent Ruquier et qu'il y avait les invités devant lui, il ne prenait pas de gants, hein. Il y allait franco, quitte à blesser, à faire mal. C'est un Mars brutal en Taureau, c'est le taureau de l'arène. Alors on me rétorquera que le Mars en Taureau, il est en exil. Certes, puisque Mars a domicile sur le Scorpion. Alors, je rappelle qu'une planète en exil ou en chute ne perd pas ses valeurs intrinsèques symboliques. Un Mars demeure un Mars, c'est la planète de l'action, de l'agressivité, du désir et de la combativité. C'est une planète de feu. Alors, si le Mars en Taureau perd de ses attributs du Scorpion, puisque en Scorpion, ça donne le Mars machiavélique, qui ourdit son action dans l'ombre, en silence, qui tisse sa toile lentement pour prendre ses cibles et les emprisonner. Donc il perd en finesse stratégique, mais il gagne en force et, il faut le dire, en brutalité. Donc il y a là quelque chose d'abrupt chez lui, d'indéniable. C'est vraiment, d'ailleurs, tout à fait la réelle politique, c'est un mot qu'il aime assez employer. Il y a un côté très concret de ce Mars en Taureau. Donc on voit qu'il y a là un Mercure très taillé pour la joute oratoire et pour le combat. Que ce soit la joute oratoire ou la joute écrite, hein, pour les deux, il y a là quelqu'un d'incisif, et c'est pas quelqu'un qui arrondit les angles, hein, c'est un carré, au contraire, il va même les aiguiser. On voit également que ce Mercure est au trigone de Saturne, et le Saturne, ça mérite qu'on s'y arrête, parce que vous voyez que ce Saturne-là est quand même au trigone de Mercure, de Vénus et d'Uranus, et c'est un Saturne au fond du ciel, sous la maîtrise de Jupiter. On a là un cocktail de feu. C'est clair, Jupiter, Soleil. Et ce Saturne-là, jupitérien, au fond du ciel, marque sa pugnacité dans sa pensée, le trigone Mercure-Saturne. Trigone Vénus, ça marque que moi je vois dans ce trigone de Vénus, pointe de 12 à Saturne, maison 4, sans côté c'était mieux avant. Vénus, c'est l'échelle de valeur, c'est l'harmonie, c'est la beauté. Tout ce qui relève du passé, tout ce qui est antérieur, c'était mieux avant. C'est son côté nostalgique, son côté certainement conservateur, passéiste. Voilà, c'était mieux avant. Ensuite, le trigone Uranus-Saturne, je vous en ai souvent parlé. Ce que Uranus et Saturne ont en commun, c'est le sec. Ça peut donner quelqu'un d'obtus, quelqu'un parfois de sectaire, de convaincu et de complètement rivé, serré sur ses opinions. Et à mon avis, il doit être très très difficile de le faire changer d'avis, ou alors il faut sacrément argumenter pour l'amener à revoir sa vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas capable, mais à mon avis, il faut ramer sévère pour arriver à le faire changer d'avis. Ou tout au moins, s'il change, c'est parce qu'il en aura décidé ainsi, mais il ne va pas céder aux pressions extérieures. Parce qu'il y a chez lui, en fin de compte, un grand paradoxe, si vous voulez. Il y a ces valeurs vierges, double vierge, qui sont des valeurs d'intériorisation très rétractées. Il est du type nerveux sur le plan du tempérament. D'ailleurs, il a un morphotype typique du nerveux et du type pensée. Et puis à côté, il y a quelque chose qui bouillonne en lui. Il y a une passion indéniablement. Il y a un feu intérieur. Donc c'est quelqu'un qui bouillonne, mais tout est toujours sous contrôle,
entre les valeurs de Saturne et son côté double vierge, sans oublier ce Mars, mais qui est dans le signe du Taureau. Voyez ? Donc, il y a indéniablement un feu intérieur chez cet homme, mais tout est sous contrôle. C'est un peu comme une cocotte minute et la vapeur ne sort pas. Alors évidemment, attention, ça peut faire du dégât intérieurement sur le plan de la santé, parce qu'il ne faut pas oublier que cette maison 12 qui est très occupée, et sur laquelle je vais m'attarder tout à l'heure, est très chargée. Et la maison 12 est une maison qui a à voir avec la santé. Donc, quand on a ce type de tempérament-là, attention, ce qui ne procède pas de l'explosion procède de l'implosion. Et quelquefois, ça peut faire des dégâts. Je vais m'attarder sur la Lune quand même, parce qu'il a une Lune en Poisson. Elle est sesquicarré Vénus, quinconce Jupiter. Alors c'est une Lune dans le monde de Neptune. Alors là, on est carrément dans un monde opposé à celui de sa conjonction Soleil-Pluton-Vierge. On est dans l'axe Vierge-Poisson, rationnel, irrationnel. Microscope, lunettes astronomiques. On ne peut pas trouver l'infiniment petit et l'infiniment grand. La Lune, qui marque son inconscient, son âme, voyage dans le monde des Poissons, donc dans le monde de Neptune. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette Lune Poisson? Non, ça ne lui donne pas forcément un côté romantique. Ce n'est pas le thème d'un romantique, c'est le thème d'un homme concret qui a les pieds bien sur terre. Donc je dirais que moi que cette Lune Poisson marque sans doute son goût pour la littérature, les grands textes, la poésie. Il s'évade dans ce monde, c'est son moment de relâchement, de dépaysement, de voyage intérieur. Je connais très très peu sa vie, je vous dirais, mais je sais qu'il a baigné dans un univers très très féminin. Ça peut marquer cette Lune Poisson maison 7, par opposition à ce Saturne au fond du ciel. Pourquoi est-ce que je fais le rapport? Parce que la Lune a à voir avec la maison 4 du Cancer. C'est une façon de voir les choses, mais tout enfin, c'est le départ. Et il a un Saturne au fond du ciel. Ça peut marquer son enfance, l'histoire de son père, etc. Donc cette Lune Poisson, c'est son évasion, sans doute. Ces moments où il se lâche un peu, se déboutonne, j'oserais dire, et se laisse aller à voyager. Et puis aussi, cette Lune Poisson maison 7, on voit qu'elle a maîtrise sur la maison 11. Il a une maison 11 dans le signe du Cancer. Donc on voit que la maison 11, le maître de la 11, se transporte dans la maison 7 dans le signe du Poisson. Et la maison 11, c'est la maison des appuis, la maison également de la vie politique. Alors on voit qu'il peut dans sa vie bénéficier de soutien, d'appui, assez important, parce que c'est Lune Neptune, c'est du large, on n'est pas dans de l'étroit. Mais alors attention quand même à la fiabilité de ces appuis, parce que c'est de la Lune Poisson, donc sous le monde de Neptune. Attention parce que ces appuis pourraient très bien, au fil du temps, se dématérialiser, disparaître ou lui glisser entre les doigts. Ça veut dire que dans le courant de sa vie, parce que ça c'est son thème natal, c'est sa matrice, c'est son scénario, il faudra qu'il fasse attention à la fiabilité et à la solidité de ses appuis et de ses partenaires et de ses associés. Il pourrait se volatiliser. Vous savez, Neptune, c'est la brume, c'est pas tangible, c'est pas matériel, ça séduit, ça enveloppe, mais attention, ça pourrait lui jouer du tour. C'est-à-dire qu'il y a certainement de grandes désillusions qui l'attendent dans le courant de sa vie sur ce plan. Donc, il faudra qu'il s'en méfie. Je vais un peu m'attarder sur la conjonction Jupiter-Neptune, qui est très intéressante. Emmanuel Macron est né le 31 août 1958, donc quelques temps avant la Constitution et la création de la Ve République. C'est donc un enfant de la Ve République, il est né sous le cycle Jupiter-Neptune. Alors il est intéressant de voir que lors des dernières présidentielles, en 2017, on lui avait proposé déjà de se lancer dans l'arène politique et il avait refusé. Mais là, pour 2022, il accepte. Et il est intéressant de voir qu'il accepte précisément l'année où le cycle Jupiter-Neptune
va se recréer dans le signe des Poissons dans sa maison 7 à 22 degrés. Autrement dit, on peut dire qu'il a senti son heure et qu'il a répondu à son cycle intérieur, Jupiter-Neptune. Il a senti que c'était 2022, l'année où il devait se lancer à la conquête de l'Élysée. Il a donc répondu à sa fréquence cyclique intérieure. Indéniablement, et c'est intéressant. D'ailleurs, c'est même, je dirais, le fait qu'il réponde à cet appel est d'autant plus marqué que c'est conjoint, c'est dans l'axe des nœuds et c'est lié au nœud nord. Donc il fallait impérativement qu'il aille dans cette direction et il a répondu à cet élan et à cette voix intérieure, je dirais, et il s'est lancé dans l'arène politique, précisément là où le cycle se recréera dans sa maison 7, non loin d'ailleurs de sa lune natale. Alors il y a une chose dans son thème, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui me questionne, c'est qu'il a une maison 12 qui est très chargée. Dans sa 12, on trouve le Soleil, Pluton, Mercure, Vénus. Or, on sait que dans un rapport de planètes comme ça, groupées, rapides et lentes, la planète lente colore l'amas et la plus rapide le valorise. Donc le Soleil valorise cet amas et Pluton le colore. Et nous sommes dans la maison 12. Vous voyez, même Vénus est conjoint à la cuspide de 12, elle est sur la porte d'entrée. Et Soleil, Mercure, Vénus sont des planètes dites intérieures, on les appelle les planètes de l'être. Le Soleil, c'est je suis, Mercure, c'est je pense, et Vénus, c'est j'aime, j'admire. Il a ces trois planètes-là dans la 12. Or, la maison 12, bien écoutez, c'est la maison du secret. La maison 12, c'est une maison qui a tendance à nous mettre un petit peu en retrait du monde. C'est la maison des hôpitaux, des prisons, c'est une maison qui est très riche pour la vie intérieure. Moi, je me plais à l'appeler la retraite monacale du zodiaque. Bref, ce qui veut dire que c'est un homme qui a bien une vie quand même intérieure très importante. Il y a une très grande intériorité chez lui, très forte. Il y a indéniablement une concentration. La maison 12, on peut la voir aussi comme le laboratoire de l'alchimiste. On peut voir pour lui dans cette maison 12, avec Mercure qui y siège, conjoint à Pluton, l'écrivain qui se retire pour travailler, écrire. C'est également aussi le chroniqueur et le journaliste dont il rédige ses articles. Il y a quand même des grandes forces d'intériorisation chez lui. Je pense que c'est un homme qui n'a pas peur de la solitude et qui peut de temps en temps s'exiler dans son monde pour travailler et réfléchir. Ça, c'est un aspect de la maison 12. Mais il y a un autre aspect également de la maison 12, c'est le côté secret et c'est tout ce qui nous arrive dans le dos, la 12, avant de passer l'ascendant. Alors, là, avec Soleil, Pluton, Mercure, Neptune, on peut voir qu'il peut bénéficier d'appuis importants, d'appui occulte. Alors occulte, vous l'entendez dans une acception large, hein, vous ne l'entendez pas dans l'acception occultiste, hein, on est bien d'accord. Il bénéficie d'appuis certainement importants, mais attention, parce qu'en même temps, il pourrait être le jouet de manipulation. Et je pense qu'il faut qu'il se montre quand même vigilant là-dessus, parce que la maison 12 est quand même une maison, c'est ce qui se trame dans l'ombre, hein, quand même, hein. Donc, on voit également que Vénus, vous voyez, qui a maîtrise sur sa maison 2, qui est la maison des finances, est dans la maison 12. Et sa maison 2 est quand même bien occupée par Jupiter-Neptune. Donc, c'est quelqu'un chez qui, certainement, l'argent, le pouvoir que confère l'argent peut exercer une fascination. Jupiter-Neptune sont au sextile de Pluton, hein, les deux. Et vous me direz que c'est un aspect générationnel, mais comme le Soleil est conjoint à Pluton, ça valorise donc la configuration. C'est quelqu'un chez qui peut-être que l'argent peut exercer un attrait et un pouvoir. Et attention, ce vers quoi peut conduire l'argent, hein. L'argent, c'est un peu la tentation du diable. Donc, il y a une partie là, si vous voulez, intéressante à suivre et ça peut être à la fois un point fort, mais aussi un point faible. Je dis un point fort parce que c'est quand même très très bien aspecté, hein. Chez lui, il y a sextile et trigone, hein.
Mais Mars, qui fait carré à Vénus-Mercure, est le maître de la maison 8. Donc il pourrait avoir des ennemis dans l'ombre très puissants et qui pourraient l'attaquer. C'est une maison douce qui est très forte. Et puis je vais aller jusqu'au bout de ma pensée quand même. Quand je vois ce thème, alors évidemment ça n'engage que moi et c'est mon interprétation. Hein. Je me dis que M. Éric Zemmour, en partant vers l'Élysée, eh bien, il fait fausse route et il se trompe. Vous savez, j'aime bien comparer le thème astrologique à la musique, et c'est pour moi la partition musicale céleste intérieure d'un individu. Et moi, je trouve qu'il interprète mal, il ne l'interprète pas aux bonnes octaves. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois ce thème-là, j'ai le thème d'une éminence grise, j'ai le thème d'un conseiller occulte, d'un homme qui peut murmurer à l'oreille des puissants, mais ce n'est pas le thème d'un homme qui doit s'exposer à la lumière, sous les feux de la rampe. Et en allant à la conquête de l'Élysée, il s'expose à la lumière, et à mon avis, il commet une erreur. Alors, on me rétorquera qu'on peut toujours chercher à aller à l'encontre de son propre thème, certes, mais à partir de ce moment-là, on tombe sous cet adage taoïste que j'ai fait mien. Quand un homme bancal veut adopter une attitude juste, il l'applique de façon bancale. D'où le fait d'échec en échec qu'on peut rencontrer sur sa route parce qu'on n'est pas en harmonie avec sa partition musicale céleste intérieure. Et pour moi, c'est le thème d'un conseiller dans l'ombre, c'est le pouvoir dans le pouvoir dans l'ombre, c'est pas la position de la scène, de l'avant-scène, c'est la position du backstage. Pardonnez-moi cet anglicisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Hein? Ça donne à l'époque le chroniqueur, celui qui travaillait dans l'ombre et on lisait ses papiers. Mais lui, on ne le voyait pas. Mais alors, vous me direz, comment se fait-il qu'il ait ce désir? Eh bien, c'est vrai qu'il y a une contradiction dans ce thème. Et vous me direz, nous sommes tous en proie à des contradictions et il n'est jamais facile d'arriver à trouver le point de résolution. Il est vrai qu'il a des valeurs lions. Il a Mercure, son maître d'ascendant, son maître de signe solaire et son maître de Pluton qui est en lion. Dans la conjonction quand même d'Uranus, et le lion est un signe de feu. C'est un signe solaire, appuyé par un Saturne qui est sous la maîtrise de Jupiter. On a du Soleil, Jupiter. Donc c'est quelqu'un qui a ce feu intérieur. Et là, il répond à la pulsion de ce feu intérieur en cherchant à aller de l'avant, en cherchant à s'extérioriser. Mais à mon avis, c'est une erreur. Mais en même temps, bien écoutez, les erreurs nous permettent, comme on dit, de progresser et de nous corriger dans le courant de notre vie. Mais moi, je pense qu'il fait fausse route. Et on verra bien ce qui va se passer. Hein. Et puis en plus, c'est son expérience. Et il joue, il est vrai, un élément de son thème, hein, qui est ce trigone de feu, indéniablement. Et puis, il est vrai que Mercure a également maîtrise sur son milieu du ciel. Il a un milieu du ciel Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est le premier signe d'air. Il a besoin de communiquer, il a besoin d'air. C'est pas le Gémeaux n'est pas le signe de l'enfermement, c'est tout le contraire de la Vierge. Alors évidemment, vous savez la différence qu'il y a entre le Mercure Gémeaux et le Mercure Vierge. Je me souviens de mes années où j'étais journaliste et dans les rédactions, et il y avait beaucoup de natifs de la Vierge et des Gémeaux, comme par hasard, me direz-vous. Et c'était extraordinaire parce que le Gémeaux, c'était le journaliste sur le terrain, et la Vierge, c'était le journaliste à la rédaction. Et j'ai assisté à des pugilats oratoires entre les deux. La Vierge trouvait le Gémeaux, comment dirais-je, bordélique, et puis le Gémeaux trouvait la Vierge emmerdante, pour parler très très clair. Et il est vrai que ce sont deux fonctions de Mercure différentes. Et Éric Zemmour, il est habité par les deux. C'est vrai qu'il y a une de très très forte contradiction en lui, c'est vrai. Alors là, il est en train de s'éprouver sur les puissances d'extériorisation que contient son thème, mais je pense que très très vite, il va peut-être changer de stratégie.
et peut-être revoir sa feuille de route. Voilà, c'est ma vision personnelle hein, de son thème. Vous voyez, par rapport même au côté très incisif de l'homme, vous voyez, regardez, il a la maison 3 en Scorpion. La maison 3 est une maison qui est propre à la communication, aux idées, aux échanges. C'est une maison qui est liée aussi aux éditions. C'est la maison aussi de la fratrie. Bref, elle est plutonienne et martienne. Voyez, donc même là, on voit le côté critique, incisif du Scorpion dans sa façon de communiquer. Voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui est taillé pour débattre, qui est taillé pour la polémique, qui est taillé pour la contestation. Voyez, c'est vrai que le thème est assez marqué, mais il a deux puissances qui sont en lui et qui combattent. Et c'est vrai que pour l'instant, bien, il joue sa carte jupitérienne et solaire de son thème. Et il ne faut pas oublier que Mars est la planète la plus haute de son thème. Et Mars est une planète de feu et une planète aussi d'extériorisation. Voilà ce que je pouvais vous dire succinctement hein, sur le thème de M. Zemmour. Alors, toute la partie intime, Vénus, Lune, comme vous le savez, je me refuse de l'interpréter. C'est la partie intime de quelqu'un qu'on peut aborder dans le cadre d'une consultation. Déjà là, parler du thème de quelqu'un comme ça, au vu et au su de tous, c'est quand même déjà quelque chose de très délicat. Il est bien évident que je m'accorde le droit d'autocensure et de réserve, donc je n'aborde pas les parties fragiles d'un être et intime, je m'y refuse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le thème de M. Éric Zemmour. Alors je sais que maintenant vous allez vous dire, bah, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui va advenir de lui dans cette campagne présidentielle ? Alors écoutez, ça relève maintenant d'une autre approche astrologique, qui est l'approche prévisionnelle, c'est-à-dire avec les transits, les directions symboliques, etc. Alors écoutez, je ne vais pas me carapater, je vais quand même aborder cet angle, parce que je pense que vous l'attendez. Il est vrai que quand on fait de l'astrologie, on n'est pas du tout obligé de faire de la prévision astrologique. L'astrologie ne se réduit pas qu'à la prévision, c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Mais moi, je n'entrevois pas ma pratique astrologique sans faire de la prévision. C'est comme ça. Ça fait partie de moi. À chaque fois qu'il y a une présidentielle, je me dis toujours que je ne vais pas m'en mêler, mais à chaque fois, je me laisse prendre au jeu. Donc, je vais vous demander quelques petites secondes pour que je puisse afficher le thème des transits et voir un petit peu quel va être le futur dans les mois à venir de M. Éric Zemmour. Donc, j'en ai fini de cette analyse de son thème de naissance et je vous dis à tout de suite pour le thème des transits. Donc voici le thème des transits pour M. Zemmour. Alors vous connaissez le principe, hein, à l'intérieur le thème de naissance et à l'extérieur l'état du ciel présent. Alors c'est pour le 9 février 2022, hein, l'état du ciel que vous voyez là, parce que c'est la date d'enregistrement de cette vidéo. Alors, bon, écoutez, là, présentement, pour le 9 février, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce ciel, hormis ici peut-être une petite chose que je note et qui a son importance. Vous voyez qu'il y a là la présence de Saturne et du Soleil. Hein. Le Soleil et Saturne sont, je dirais, dans la maison 6. Hein. Enfin, tout au moins, veuillez m'excuser, Saturne est en train petit à petit d'entrer dans la maison 6 et mon propos va surtout reposer sur Saturne, puisque le Soleil, lui, avance de 1 degré par jour et va très très vite filer, et donc sortir du signe du Verseau. Hein, il va sortir dans une dizaine de jours. En revanche, Saturne, lui qui reste 2 ans et demi dans un signe du zodiaque, va rester dans le signe du Verseau et va progressivement entrer dans la maison 6 du thème de M. Zemmour. Alors la présence de Saturne dans la maison 6, déjà la maison 6 c'est la maison du quotidien. Moi je l'ai baptisée la maison du métro, boulot, dodo, c'est-à-dire c'est la maison du travail mais vécue comme une contrainte. La maison 6 c'est la maison des soucis, c'est aussi une maison qui a trait avec la santé.
C'est une maison, si vous voulez, qui n'est pas forcément très souriante ni très heureuse, la 6. Hein. C'est une maison qui est liée aussi au service rendu aux autres, bref. Il y a là, c'est un secteur qui, je dirais, c'est une maison qui est importante parce qu'en définitive, elle marque la vie quotidienne et la vie de tous les jours. Et le fait que M. Éric Zemmour ait l'arrivée de Saturne dans sa maison 6, ça va, si je puis dire, plomber son quotidien. Ça va l'alourdir, ça va, comme on dit, le saturniser. Et comme vous le voyez, et comme vous le savez, il a un Mars qui se trouve dans le signe du Taureau. Hein, et ce Saturne-là va progressivement, si vous voulez, aller au carré de son soleil natal. C'est-à-dire quand il va rentrer dans sa maison 6, il va aller très très vite au carré de Mars et à l'opposition de son amas en Lion. Autrement dit, M. Zemmour va se trouver dans une période très très difficile. Il va certainement accuser le coup de cette campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'il est parti comme un sprinter, hein, souvenez-vous, il est parti très très vite. Or, une campagne présidentielle, c'est plutôt, je dirais, un rythme de marathonien, hein, et il est parti très très vite, et là, il va certainement accuser le poids, le coût, la lourdeur, qui sont tous des termes en rapport analogique avec Saturne. Il va en accuser le coup au niveau vitalité, au niveau force combative, puisque Saturne va faire carré à son Mars natal, va s'opposer à Uranus, c'est-à-dire que les deux planètes de feu vont être un petit peu contrariées et barrées par Saturne. Donc ça va être un moment pour lui très très difficile. Alors il est vrai que nous arriverons en fin de campagne présidentielle, puisque au moment où les carrés vont se former de façon très très forte, tout au moins le carré à Mars, nous serons alentour du mois de mai, je pense. Hein. Donc il va peut-être arriver au bout de cette route sur les flancs, très fatigué. Alors évidemment, comme l'axe 6-12 va être très valorisé, parce qu'il a déjà 4 planètes dans sa maison 12, hein. Je vous en ai longuement parlé tout à l'heure, et Saturne qui va être en face, il a un axe 6-12 très valorisé. C'est un axe qui a trait avec la santé, et il faudra qu'il fasse attention, parce qu'il pourrait avoir des soucis de santé. Alors, ce n'est pas à lui souhaiter, mais il va accuser le coup. Hein. Il va arriver sur les rotules. Voilà, c'était la petite note que je voulais vous dire au vu de l'état du ciel du 9 février. Mais maintenant, j'aimerais que nous allions à la date du 5 mars, puisque c'est la date de remise définitive des signatures, des parrainages, et qui va valider les candidats qui vont être officiellement en campagne présidentielle. Donc, laissez-moi quelques instants pour positionner le 5 mars. Voici donc le ciel du 5 mars 2022, jour de remise définitive, de bouclage, oserais-je dire, des parrainages. Alors que voyons-nous? Alors on voit déjà qu'il y a la triple conjonction Mars, Vénus, Pluton, hein, là, dont je vous ai pas mal parlé. Je vous en avais déjà parlé lorsque j'avais abordé le thème de M. Emmanuel Macron, celui de Mme Valérie Pécresse, puisque Mme Pécresse aura ça dans sa maison 10, M. Emmanuel Macron en conjonction de son ascendant en valeur maison 12, et je vous en avais également parlé lors des transits de Mars. Donc on voit que cette triple conjonction, là, fait carré à sa conjonction Jupiter-Neptune. Ensuite, nous avons là le duo Saturne-Mercure qui s'oppose à son Mercure-Vénus du Lion. Hein. Nous voyons qu'il y a une lune qui est en bélier pour le 5 mars, qui est plutôt bien aspecté pour lui, trigone Saturne, trigone Vénus-Uranus, et puis un Uranus en taureau, qui fait trigone à son soleil natal et carré à Vénus. Carré à Uranus, pardonnez-moi. Carré à Uranus. Mais moi, j'aimerais m'attarder sur la conjonction Soleil-Jupiter qu'il a sur sa pointe de 7. Il a quand même là une angularité solaire et jupitérienne sur la maison 7, qui est la maison des partenaires, des appuis. Il y a une jupitérisation, une solarisation, si vous me passez les termes, de ce secteur. Certes, c'est au carré de Saturne,
c'est au sesquicarré de Jupiter et opposé au Soleil. Hein, opposition large, mais elle y est. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même pas mal de dissonances assez lourdes par ailleurs. Alors je vous rétorquerai que les dissonances sont tout à fait normales. On est dans un, comment dirais-je, dans un challenge, on est dans un combat politique. Donc le fait qu'il y ait des carrés, des oppositions, des semi-carrés, des sesquicarrés, c'est tout à fait normal. J'irais même jusqu'à dire que s'il n'y avait pas d'aspect dissonant, s'il n'y avait que des harmoniques, ça serait inquiétant. Parce que ça voudrait dire que la personne serait complètement à côté de la situation présente. On est là dans l'arène politique, et je ne vous apprendrai rien, dans le domaine politique, les pots de banane et le tout-team, ça n'arrête pas. Donc quand on rentre dans l'arène politique, il faut avoir le cuir dur, et il faut plutôt être prêt à combattre d'une façon virulente. Donc le fait qu'il y ait des dissonances marque le combat, hein, politique qui est menée actuellement par M. Éric Zemmour. Maintenant, nous avons quand même là cette conjonction Soleil-Jupiter. Dans sa maison 7, on a une occupation de la 7 qui est très importante. Donc, je vais aller droit au but, je vais aller directement à mon propos. Me pardonnez pour ce petit bruit, j'ai fait tomber quelque chose. Donc, je vais aller directement à mon propos. Moi, je pense qu'il va avoir ses parrainages et ses signatures. Et parce que là, il y a quand même une concentration. Soleil, Jupiter, Neptune en Poisson, c'est quelque chose de large. C'est une vague qui grossit. Donc, pour moi, il doit avoir ses parrainages. Et donc, être candidat officiel à la présidence de la République. Alors peut-être que certains d'entre vous me diront, bah oui, mais s'il n'a pas ces signatures, parce que c'est vrai que moi là je m'engage, je prends position, mais je peux très bien me planter. Dans le cas où effectivement il n'aurait pas ces signatures, eh bien écoutez, avec cette configuration-là, le jour de la remise des signatures, s'il s'avérait qu'il en soit ainsi, qu'il n'ait pas ces signatures, je peux vous dire que ça serait là pour les opposants, lui donner une force supplémentaire. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va créer derrière lui une mobilisation énorme qui va aller en s'amplifiant. Et je peux vous dire qu'on n'aura pas fini d'entendre parler de lui. C'est-à-dire que, précisément, puisqu'il est né sous le cycle Jupiter-Neptune, comme le cycle va se recréer dans sa maison 7, eh bien, il pourrait, dans ce cas-là, être l'artisan d'une refonte de la Ve République, c'est-à-dire participer au fait qu'il faut revoir, changer cette constitution. Et nous arrivons à un moment précisément de notre histoire où la reformation du cycle Jupiter-Neptune peut être le démarrage de cette refonte de la Ve République, et il pourrait être l'artisan de tout cela, paradoxalement, parce que c'est plutôt quelqu'un qui tend à protéger cette Ve République, mais en même temps, il est conscient qu'il y a certains éléments qui ne fonctionnent plus dans cette Constitution. Voilà un petit peu ma réponse dans le cas où il n'aurait pas ces signatures. Mais personnellement, je reviens sur ma position, pour être très très clair, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos, que je ne vous fasse pas le coup du en même temps. Non, non, je prends position, moi je dis qu'il va avoir ces signatures. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors écoutez, on ne va pas s'éterniser. Alors, si, parce que vous voyez, j'ai quand même m'éternisé un tout petit peu là sur le 5 mars et un petit peu après. Vous voyez, progressivement, jour après jour, vous voyez, c'est-à-dire que le mois de mars, pour M. Zemmour, peut être un mois extrêmement important. Peut être un mois où, effectivement, comment dirais-je, son influence, son aura peut augmenter et il peut prendre de l'ampleur. Vous voyez, il y a quand même une sacrée concentration dans sa maison 7. Alors certes, ce ciel-là extérieur est valable pour tous les candidats, sauf que lui, ça se passe dans sa maison 7, qui est la maison des partenaires, des appuis, et on voit qu'il y a là l'aspect vague grossissante de Jupiter-Neptune avec le Soleil au milieu.
Donc ça valorise cette maison 7, ça valorise la maison des appuis et des partenaires. C'est aussi la maison des ennemis déclarés, mais ça relève tout à fait du combat en politique. Monsieur Zemmour sait identifier ses opposants, pour ne pas dire entre guillemets ses ennemis politiques, donc tout ça est là. Cela étant dit, dans le monde des poissons, qu'il fasse attention que parmi ses appuis, il n'y ait pas des gens qui lui glissent des pots de banane, hein, qu'il soit toujours méfiant sur l'aspect très opaque de cette lune poisson dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Mais reste que, on voit qu'il prend de l'ampleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller là aussi jusqu'au bout de mon propos. Eh bien, il est possible qu'il prenne de plus en plus d'importance, d'influence, et que, eh bien, il devienne le troisième personnage de ces élections, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il devance Madame Marine Le Pen et qu'il soit peut-être coude à coude avec Madame Valérie Pécresse. Cette hypothèse-là est loin d'être, comment dirais-je, irréaliste, étant donné la concentration qu'il a dans sa maison 7 durant une bonne partie du mois de mars. D'ailleurs, voyez, on va faire, écoutez, très rapidement, jour après jour, parce que le soleil avance de 1 degré par jour. Hein. Alors, regardez, vous verrez les dates défiler là, à votre droite, et on va s'attarder là, vous voyez, le soleil avance, il y aura la conjonction soleil-Neptune le 13 mars exact, qui est là, Jupiter, vous voyez, la conjonction Neptune-Jupiter, Neptune-Soleil, pardonnez-moi, et Jupiter qui sera toujours dans l'orbe de la conjonction. On a 6 degrés d'orbe, hein. Nous avons toujours la conjonction. Hein. Et en même temps, ça fait conjonction à sa lune natale. Il y a là un aspect loupe, un aspect grossissant énorme. Donc, attention, il pourrait créer la grande surprise. Voyez. Et là, regardez, le soleil continue le 15 mars. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'il a un mois de mars qui est quand même très très bon pour moi. Hein. Vous voyez, on va même faire une nouvelle lune hypothétique quand le soleil va passer sur sa lune natale, c'est le 20 mars. Il y aura même Mercure qui va venir s'adjoindre. Moi, je pense que il a ses signatures et il prend de l'ampleur, il monte en flèche. Comment dirais-je, sa candidature prend de plus en plus d'étoffe et il va devenir le troisième personnage. Moi, je pense que il va, comment dirais-je, son aura, son influence va s'amplifier. Voilà. Alors maintenant, l'avenir va se charger de confirmer ou d'infirmer mes propos, mais voilà ma position. Alors maintenant, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce mois de mars. Et écoutez, on va aller directement au 10 avril, la date du premier tour des élections présidentielles, pour voir quel est l'état du ciel par rapport à son thème de naissance. Donc quelques nanosecondes et je suis à vous tout de suite. Donc voilà l'état du ciel pour le 10 avril 2022. Alors je vais aller jusqu'à 20h parce que là je ne suis pas à 20h. 20h c'est la date des premières estimations, donc on va vraiment créer le ciel de circonstances, donc on va avancer. Alors vous allez voir qu'en avançant, la Lune va se déplacer très très vite, ainsi que les axes des cuspides. Ça vous fera une façon de voir en même temps la mécanique céleste. Je vais avancer d'heure en heure et vous allez voir le déplacement de la Lune ainsi que les déplacements du zodiaque, de ce qu'on appelle l'écliptique. Ça vous permettra de voir comment fonctionne aussi la mécanique céleste. Donc je vais y aller d'heure en heure, voyez. Voilà, voyez. La Lune avance tranquillement, voyez. 20 heures. Alors oui, vous n'avez pas vu l'écliptique se déplacer parce que là je suis dans le thème des transits et évidemment ça ne s'affiche pas. Mais vous avez vu le déplacement de la Lune. Donc il y aura une Lune qui sera le 10 avril à 20 h dans le signe du Lion au 8e degré dans l'orbe de la conjonction de son Uranus natal qui est à 13 degrés comme vous le voyez. Il y aura un Pluton qui sera toujours dans les 28e degrés du Capricorne, ça c'est normal, Pluton est très lent, donc toujours au carré de sa conjonction Jupiter-Neptune, mais au trigone de son Mars natal, hein, ce qui marque la pugnacité de son combat. Ça se passe en signe de terre, hein, donc c'est du solide. Bon, il y aura le duo Saturne-Mars qui sera
je dirais, carré à son Mars natal, hein, et opposé à son amas en Lion, hein, opposé Pluton, pour être précis, opposé Mercure, opposé Vénus. Alors le trigone de Mars à Jupiter est quand même là, hein, et également le trigone à Neptune. Il y a quand même un Mars qui est plutôt qui soutient son Jupiter, donc ça vient un petit peu contrebalancer les dissonances. Et puis il y aura la conjonction évidemment Jupiter-Neptune, puisque le cycle sera exact le 12 avril. Donc là on y est déjà, hein, 23 degrés, 22 degrés. Il y a la conjonction Jupiter-Neptune dans sa maison 7, au sextile de son Mars natal, et dans l'orbe de conjonction de sa lune natale. Le soleil, enfin, lui, sera au 20e degré du bélier, au trigone de Vénus, au trigone de son Mercure natal, opposé à Jupiter et trigone Saturne. Et enfin, l'Uranus qui est au carré de lui-même. Hein, il y aura un carré Lune-Uranus d'ailleurs ce jour-là, ce qui veut dire qu'il va y avoir une ambiance très très électrique. Vous voyez, au niveau mondial, la Lune sera au carré d'Uranus céleste et le carré va se former petit à petit. Hein. Donc on peut dire qu'il va y avoir une sacrée ambiance, une ambiance très très tendue et très électrique le soir des résultats du premier tour. Alors, maintenant, que puis-je vous dire de cette configuration-là? Parce qu'évidemment, la grande question c'est est-ce que M. Éric Zemmour a des chances d'être au second tour? Alors pour être franc, c'est pas très facile de trancher, mais je vais le faire, hein, rassurez-vous, je vais prendre position. Si tant est que ça vous inquiète si je le fais pas. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que vous voyez, quand on positionne les aspects en globalité, vous avez des champs d'opposition et vous avez des grands champs de force également. Bon. Cela étant dit, moi je pense qu'il va faire un score du premier tour honorable, contrairement à ce qu'on croit. Moi je ne vois pas, comment dirais-je, Zemmour s'effondrer entre le jour où je vous parle, là, hein, et jusqu'au 10 avril. Franchement, je ne vois pas cet homme dégringoler dans les sondages. Au contraire, moi je le vois prendre de l'ampleur. Hein, franchement. Donc, il va certainement faire un pourcentage important, qui va en faire vraisemblablement le troisième homme de cette campagne présidentielle. Maintenant, ses chances d'être au second tour m'apparaissent quand même minces. Les aspects ne me semblent pas suffisamment forts. Bon, son soleil natal n'est pas suffisamment soutenu, vous voyez. Bon, son Jupiter, quand même, les deux astres du pouvoir et de l'autorité, est quand même barré par Pluton. Hein. Alors certes, c'est un aspect qui est installé depuis un moment, mais il est quand même là, et il bloque même le cycle Jupiter-Neptune, voyez-vous, qui sont quand même les deux planètes maîtresses de sa maison 7, voyez, qui est la maison des appuis. Donc il y a quand même ce barrage plutonien, ce qui veut dire qu'il y a quand même dans tout ça une toile de fond que, comment dirais-je, le socle des gens qui le soutiennent, je le trouve quand même, je sais pas, il est fragile, il est nébuleux. Moi, je sens pas l'affaire. J'ai l'impression qu'il va avoir des grosses surprises, mais de désagréables surprises. Je ne sais pas, ça plane. Vous voyez? Bon, il peut y avoir une démobilisation, peut-être au dernier moment, où, bah, vous savez, hein, quand vous avez perdu, vous avez perdu. Hein, voilà. Hein, le téléphone ne sonne plus et on vous oublie très très vite. Donc je ne sais pas, j'ai ce sentiment-là. C'est purement intuitif, hein, par rapport à ce que je vois de son thème et la manière dont je peux interpréter les configurations. Alors on va quand même aller au soir du second tour qui sera le 24 avril. Donc on va voir l'état du ciel dans la mesure là où il passerait le cap du second tour. Hein. Mais j'y crois pas. Franchement, je pense que l'aventure présidentielle va s'arrêter là pour lui, mais tout de même, retenez qu'avec cette conjonction Jupiter-Neptune là, dans sa maison 7, conjoint à sa lune natale, il a marqué le terrain politique et on n'a pas fini de l'entendre et de le voir. Alors évidemment, ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit par rapport à mon sentiment sur son thème
de naissance, mais tout au moins il ne sera pas aux commandes du pays, donc il ne va pas revêtir la fonction solaire d'un président de la République, donc quelque part, il va être amené par la force des choses à jouer la partition céleste musicale de son thème. Voilà. Alors on va donc aller quand même au 24 avril pour voir l'état du ciel, on va aller jusqu'au bout de notre analyse. Alors quelques petites nanosecondes là aussi. Voilà donc l'état du ciel pour le 24 avril 2022 à 20h. Là, on est directement à 20h. Alors bon, Pluton n'a pas bougé, hein, bien entendu. Le soleil, lui, a avancé, il est en taureau, c'est normal. Alors, on a quand même un soleil trigone Pluton, trigone soleil, tout de même, mais opposé à Jupiter-Neptune, et sesqui carré Saturne. Donc c'est un soleil tout de même qui est bien... Alors, on voit une aura, mais qui est bien barrée par Jupiter-Neptune et sesqui carré Saturne. Bon. Ensuite, on a une conjonction Lune-Saturne en maison 6 qui est à l'opposition évidemment de son amas. Bon, c'est pas une configuration remarquable. On a un Mars qui est en Poisson, bon, qui fait trigone à son Neptune natal, mais c'est pas suffisant. C'est un Mars qui s'oppose quand même à son Soleil, une opposition exacte qui marque l'adversité, hein, l'opposition. Et puis, c'est vrai qu'on a une triple conjonction, Vénus, Jupiter, Neptune dans sa maison 7. C'est plutôt une belle configuration, hein, ça. Hein. C'est de façon générale, d'abord, heureux les poissons hein, qui sont nés durant cette période-là, qui ont des planètes, un soleil positionné ici. Hein, c'est plutôt pour eux une belle configuration, je dis ça au passage. Également pour toute personne qui a des planètes situées là, dans ces degrés du poisson, elles vont être hautement valorisées par ce triptyque. Maintenant, je reviens à mon propos. Excusez-moi pour cette digression. On a quand même une belle concentration dans sa maison 7, mais pour moi, c'est pas suffisant pour lui permettre d'accéder à la fonction présidentielle. Vous voyez, c'est un sacré paquet de filasses hein, dans son thème, ce qui est tout à fait normal. Hein. Alors, les aspects que vous voyez à l'intérieur, ce sont les aspects des planètes en transit sur les planètes de son thème natal. Hein. Ça n'inclut pas les configurations de son thème de naissance. Hein. Attention, c'est les aspects des planètes en transit sur les planètes du natal. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des sacrés champs de force, mais tout de même, le Soleil est quand même, il a quand même l'opposition de Jupiter avec Neptune. Le sesqui carré de Saturne, vous voyez, moi je ne le vois pas accéder au second tour et accéder à la fonction présidentielle, pas du tout. Mais alors, il va y avoir un autre moment intéressant à noter dans l'année 2022, c'est lorsque Mars va transiter le signe des Gémeaux. Alors, je vais tout de suite positionner Mars de manière à ce que vous puissiez le visualiser, là aussi quelques instants. Donc j'ai projeté le ciel à la date du 21 août 2022. C'est le moment où Mars va faire son entrée dans le signe des Gémeaux et va y demeurer jusqu'au mois de mars 2023. C'est-à-dire que Mars va faire sa boucle de rétrogradation en Gémeaux. Et il va donc se positionner et se balader sur la cuspide du milieu du ciel de M. Éric Zemmour et dans sa maison 10. Autrement dit, déjà qu'au natal, il y a un Mars, qui est la planète la plus haute de son thème, il y a une répétition par un stationnement de Mars dans le signe des Gémeaux, et le signe de Gémeaux, c'est le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Or, je vous ai tout à l'heure mis en lumière que la valeur mercurienne chez M. Zemmour était très importante. Donc là, à mon avis, je peux vous dire qu'il va être encore très très présent en scène et qu'on n'a pas fini d'entendre le personnage parce que la fonction martienne va être très valorisée, il va l'avoir quand même à la culmination et à mon avis, on va avancer, si vous voulez, d'un mois tout de suite. Vous voyez, donc là, vous voyez, le 21 septembre, qui correspond à la rentrée, il a un Mars culminant, hein, opposé à Saturne. Bref, il a une dynamique martienne qui est très très forte.
N'oublions pas que l'Uranus en transit est en train d'arriver sur son Mars natal, autrement dit le Mars va être encore davantage stimulé, réveillé. On va continuer là aussi la petite avancée, mais je pense que l'aspect exact devrait se faire plutôt en 2023. Je ne pense pas qu'en 2022, la conjonction exacte Uranus-Mars aura lieu. Vous voyez, on est déjà au 21 décembre. Ça sera indéniablement en 2023, à partir du second semestre, qu'il aura le transit. Mais toujours est-il que nous voyons la persistance de ce Mars là-haut. Alors déjà que M. Éric Zemmour est un polémiste, qu'il n'a pas peur de monter au créneau, qu'il défend ses idées bec et ongle, je peux vous dire que là, on n'a pas fini de l'entendre, parce que c'est vrai qu'il va y avoir très très vite derrière les élections législatives, et j'ai l'impression que la fonction combattante, agressive, frondeuse, la nature donc agressive, frondeuse de M. Zemmour va être aux avant-postes après les élections présidentielles et en particulier à la rentrée. À mon avis, il va y avoir d'abord une atmosphère très très électrique sur le plan collectif et lui, ça va parfaitement lui correspondre. Ça va lui aller comme un gant. Alors là, il va être comme un petit papillon dans l'air ou un petit poisson dans l'eau. Ce climat polémique, électrique, contestataire va le servir et va lui convenir parfaitement. Ça va être son élément. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il occupe encore, c'est vrai, les avant-postes, indéniablement. Il est dans une phase de sa vie où il y a une dynamique, je dirais, d'extraversion. Vous savez, quand on a étudié un petit peu les types psychologiques de Jung, on a une tendance à l'introversion ou à l'extraversion, mais il arrive des moments de la vie où le pôle extraverti s'exprime et prenne le pas. Même si la tendance tempéramentale principale est l'introversion, il y a des pôles dans la vie où on passe à un moment d'extraversion. Et là, je pense que chez Éric Zemmour, il y a donc cette dualité, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et là, il est dans une phase, je dirais, d'extériorisation. Il est en train de s'éprouver sur un terrain, voilà, c'est son parcours de vie, il y en a qui diraient que c'est son karma, peu importe. C'est son challenge à relever, et il va le relever. Surtout que, notez une chose aussi qui est quand même extrêmement importante, c'est que regardez par exemple, au 21 décembre, il aura Jupiter, qui sera en conjonction de sa lune natale. Je peux vous dire que là, c'est une configuration de popularité, ça. Jupiter sur la Lune, la valeur de la Lune est jupitérisée, elle est mise en valeur. Alors, elle est dans maison 7, toujours du côté des alter-ego et des appuis, et des ennemis déclarés, peu importe. On ne va pas faire l'énumération des valeurs de la 7, il y a quand même cette position-là. Sextile au Pluton céleste, le carré au Soleil, il est passager. Donc, vous voyez, il y a un stationnement là de Jupiter, en plus au semi-carré. Alors, le semi-carré, lui, il est au semi-carré d'Uranus, oui. Donc, c'est pareil, c'est un semi-carré qui va se défaire, mais il existe quand même. Vous voyez, il y a ce stationnement jupitérien qui enfle sa position. Donc, Monsieur Éric Zemmour, on n'a pas fini de l'entendre, quand bien même ne sera-t-il pas présent au second tour, je prends position. Moi, je pense qu'il va marquer son empreinte sur le terrain politique, c'est clair. Pour moi, il n'y a pas de doute du tout. Excusez-moi parce que pendant que je vous parle, je suis en train de regarder le thème, je réfléchis. Alors certes, Saturne est toujours là. Saturne, vous voyez, commence son carré, 21 degrés 22 à son Mars natal. Ça va quand même être très dur. Alors si on tient compte de Chiron, mais Chiron est un astéroïde, donc, mais je vous en parle. Alors il a un Saturne conjoint à Chiron. Si vous voulez, voilà ce que je vais vous dire. S'il devait y avoir un barrage dans sa vie, là, qui devait l'empêcher, ça serait un pépin quotidien, un pépin de santé qui pourrait ralentir sa cadence et son côté offensif. S'il n'a pas un pépin de santé lourd, on ne l'arrête pas.
il est parti pour se faire entendre, et je peux vous dire qu'il peut créer une très très grande contestation, hein. Monsieur Zemmour, comment dirais-je, oui, il fait son entrée sur la scène politique. On voit un personnage qui arrive pour la première fois. Eh bien, il fait une rentrée assez fracassante et assez, il faut bien le reconnaître, spectaculaire. Peu importe les opinions politiques que l'on a à son égard, je précise. Mes propos sont purement astrologiques, je tiens à le rappeler. Eh bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Je n'irai pas au-delà de l'année 2022. Alors, vous savez que Mars va faire sa boucle de rétro, donc il va avancer, il va reculer. On va reculer d'un mois, là, par exemple, on va aller en novembre, vous voyez, on va aller en octobre, vous voyez, le Mars est toujours là, il a un Mars qui séjourne dans sa maison 10, hein. Donc, il va y avoir de l'action. Alors, ça peut être aussi, évidemment, ce Mars 10, les interprétations ne sont jamais unilatérales, les attaques qu'il va subir. Il va baigner dans un climat martien. Donc, lui, il va être martien, mais il va avoir en retour aussi le tranchant de Mars. Donc, il va y avoir du pugilat, oratoire, ça va jerker, ça va faire des étincelles, surtout que si vous faites attention, regardez bien, il a un encadrement au milieu du ciel, Mars-Uranus. Et vous remarquerez que cet encadrement-là, c'est déjà l'encadrement qu'il a dans son natal. Au natal, il a un Uranus, là, et il a un Mars. Les deux planètes qui encadrent son MC sont Mars et Uranus. Or, il y a l'encadrement se recrée par inversion, donc Mars va être grandement stimulé, il y a quand même la conjonction, hein, faut pas rêver, hein, qui est là. Donc on voit qu'il y a quelque chose. Vous savez, Uranus-Mars, c'est un cocktail explosif, c'est un cocktail de feu, c'est de l'impulsivité, c'est un cocktail terroriste, hein, c'est le côté, c'est le C4 ou le TNT qui est dans un coin et qui est appelé à péter, à exploser. On voit un peu le climat électrique dans lequel il va baigner. Voilà. Eh bien, écoutez, j'arrête ici mon interprétation de M. Éric Zemmour. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à, comme on dit dans le jargon maintenant, à la liker, hein, excusez-moi, mais à mettre un j'aime. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez averti de mes mises en ligne de vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter de mon site internet parce que j'écris les articles et ils ne sont donc lisibles que sur mon site. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une autre analyse astrologique.